Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi pour nos cerveaux de grammairiens, le verbe en tibétain. On va s'appuyer sur une référence, le clair miroir de Kessand Durmé. Et notre mission, si on l'accepte, c'est d'essayer de piger la logique d'un système qui est à l'opposé d'une autre. D'ailleurs, pour qu'on se rende bien compte, imaginez un instant. Une langue où le verbe, disons, manger, serait le même pour je mange et tu manges. Mais ce même verbe pourrait te dire si la personne qui parle a vu la scène ou si elle a subi l'action, ou même si elle a juste vu les miettes sur la table et qu'elle en déduit que quelqu'un a mangé. C'est ça. C'est ça le défi du verbe tibétain. C'est l'angle parfait pour commencer. En fait, pour y voir clair, on peut suivre un petit parcours, en 4 temps. D'abord, on va regarder les bases, ce qui rend ce verbe si unique dans sa forme. D'accord. Ensuite, on verra comment il exprime le temps en se modifiant de l'intérieur, pas avec des terminaisons comme chez nous. Puis, on explorera comment la langue a créé des verbes plus longs, parfois super imagés. Et on finira par le plat de résistance, quoi. Ah, Le rôle des auxiliaires. Ces petits mots à la fin qui révèlent tout du point de vue de celui qui parle. parfait. Bon, alors allons-y. Commençons par les fondations. Qu'est-ce qui rend ce verbe si différent structurellement? Alors, la première chose qui est vraiment frappante, c'est que dans la langue classique, le verbe, c'est la seule catégorie de mots qui a une vraie flexion, une conjugaison si tu veux. Mais il faut tout de suite oublier l'idée d'une terminaison. Ah bon? C'est pas comme le 11 de mangeons qu'on vient coller à la fin. La flexion tibétaine, c'est une modification interne. Donc, on ne rajoute rien, on modifie le mot depuis l'intérieur. Un peu comme si on changeait une pièce dans un moteur. C'est exactement ça. La voyelle de la syllabe peut changer, une consonne finale peut apparaître ou disparaître. C'est toute l'architecture de la syllabe qui est réorganisée pour marquer le temps. C'est fou. Et ce qui est encore plus déroutant, c'est que toute cette gymnastique, ça ne sert même pas à dire qui fait l'action. Le texte est très clair là-dessus, aucune marque de personne, de genre ou de nombre. Absolument aucune. Le verbe lire ne te dira jamais si c'est je, tu ou il qui lit. Cette information, elle est ailleurs dans la phrase. D'accord. Le verbe, lui, il se concentre sur l'action, le temps. Et son autre point clé, c'est sa place. Toujours à la fin de la phrase. C'est le mot final. Ça doit être assez sportif à l'oral. Si les changements sont subtils et qu'en plus, dans la langue parlée moderne, beaucoup de ces petites lettres se prononcent plus, Ah bah c'est tout le problème. La source le souligne bien, cette différence entre la langue littéraire, très riche en flexion, qu'on voit à l'écrit, et la langue parlée où tout ça est beaucoup moins audible. Du coup, même un tibétain très érudit peut avoir besoin de voir un texte pour en saisir toutes les nuances. d'accord, je vois. Le mot se transforme de l'intérieur. Montre-moi un exemple concret de cette magie. Ça ressemble à quoi, un verbe qui change de forme? Alors, le texte nous donne une classification super pratique qui se base sur le nombre de formes qu'un verbe peut prendre. Le cas le plus complet, c'est le verbe à 4 formes: présent, futur, passé et impératif. D'accord. Prenons le verbe lire. Au présent, c'est Lo, pour dire je lirai. Au futur, on utilise la, Ah oui, au passé, j'ai lu, ça devient. la, Et pour donner l'ordre lit, c'est. lo. c'est incroyable de voir la syllabe changer à ce point. La structure est complètement remaniée. Et c'est cette variation qui donne le temps, pas un auxiliaire comme avoir. Précisément. Un autre bon exemple, c'est couper. 绝 Au présent, 接 au futur, 接 au passé et 缺 à l'impératif. On voit bien la mutation. Mais bon, ça c'est le système maximal, hein. Mais j'imagine que la langue a trouvé des raccourcis. Oui, tout à fait. On a beaucoup de verbes à 3 formes. Dans ce cas, 2 temps partagent la même forme. Par exemple, pour écrire, 着 on a une forme pour le présent, une pour le futur, mais le passé et l'impératif, eux, ils utilisent la même forme. 地 D'accord, une petite économie. Et on peut simplifier encore plus. Ben oui. L'étape suivante, c'est les verbes à 2 formes. Et ils sont très courants. Souvent, le présent et le futur ont une forme, et le passé et l'impératif en ont une autre. L'exemple du texte, c'est acheter, 牛 qui a une deuxième forme 女 pour le passé et l'impératif. Et le stade ultime de la simplification, j'imagine, c'est plus de changement du tout. Exactement. La dernière catégorie, les verbes invariables. Une seule et unique forme. Comme 见 porter un chapeau. Et là, la question se pose. Ben oui. Comment on sait si c'est du passé ou du futur?
Voilà. Et c'est là que les auxiliaires deviennent absolument nécessaires pour marquer le temps. Ces verbes-là, en fait, ils préfigurent ce qui va devenir la norme dans la langue parlée. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on a un système ancien très complexe, la flexion interne, qui coexiste avec un système plus simple qui dépend d'Ajo. Et il me semble que la langue moderne a poussé cette logique encore plus loin, avec des verbes composés, c'est ça? Oui, tout à fait. La langue a développé énormément ce que le texte appelle des synthèmes, des verbes en plusieurs syllabes. Le mécanisme le plus courant, c'est ce qu'on appelle la verbalisation. On prend un nom et on lui colle un verbe très générique qui le transforme en action. D'accord. Les plus fréquents, c'est qui veut dire faire ou qui a un sens un peu similaire. Donne-moi un exemple pour qu'on visualise bien le truc. L'exemple classique, c'est pour compter. Littéralement, ça veut dire faire le compte. On a le nom compte et le verbe faire. C'est comme si nous, au lieu de calculer, on disait toujours faire calcul. Attends, mais le texte donne des exemples beaucoup plus poétiques, c'est ça qui est génial. Trancher la corde pour décider. C'est magnifique, non? Ah oui, l'image est hyper puissante. On sent le côté irrévocable de la décision. La langue en est pleine. Un autre que j'aime beaucoup, c'est littéralement la tête qui tourne. Et on l'utilise pour dire être trompé, être abusé. On s'est fait tourner la tête. C'est drôle ça. On a une expression proche, mais là-bas, c'est carrément devenu le verbe officiel. Et structurellement, ces verbes en 2 morceaux, ils sont plus souples, c'est bien ça. Oui, c'est une de leurs grandes forces. On peut insérer un mot, comme un adverbe, entre les 2 parties. On peut dire « corde immédiatement tranchée » pour décider immédiatement. Ah oui, c'est impensable en français. On pourrait jamais dire « main immédiatement tenir ». C'est vraiment un système de briques de sens qu'on peut assembler. Ok, donc on a les flexions de la racine pour le côté classique et les verbes composés pour le côté moderne. Mais la vraie révolution, si j'ai bien tout suivi, elle se passe tout à la fin de la phrase, dans la langue parlée. C'est là que tout se joue, non? Exactement. On arrive au cœur du réacteur. Le système le plus fascinant du tibétain parlé. Les auxiliaires finaux. C'est là que la grammaire arrête de juste décrire une action pour commencer à décrire le rapport que le locuteur a avec cette action. La grammaire du point de vue. Gophoriques, qui sont, on va dire, centrés sur le moi, D'accord. et les hétérophoriques, centrés sur l'autre. Ok, alors commençons par le moi. Quels sont les outils à disposition quand je parle de moi-même? Le premier, c'est yin. C'est l'auxiliaire de la volonté, de l'intention. Il marque une action que j'ai initiée et que je contrôle. L'exemple du livre, c'est « J'ai envoyé une lettre ». En utilisant yin, je souligne que c'était ma décision, mon action. D'accord, donc yin, c'est le jeu qui est aux commandes, le jeu acteur. Quelle est la différence avec le suivant? C'est très différent. Il ne marque pas l'intention, mais une connaissance intime, un état ou une expérience habituelle. L'exemple est parfait. Je suis malade l'hiver. Ce n'est pas ma volonté, c'est un constat basé sur mon expérience. Je vois. Yin, c'est l'action, c'est plus l'état ou le savoir personnel, et il y en a un troisième qui a l'air encore plus spécifique. Et crucial, oui. Il s'utilise quand l'action est dirigée vers moi, quand je la reçois ou que je la subis, souvent sans mon contrôle. Si quelqu'un dit « il m'a frappé », indique que l'action vient de l'extérieur et me vise. Je suis la destinataire. C'est d'une précision folle. La langue te force à dire ton niveau d'implication. On a un jeu acteur avec yin, un jeu qui constate avec et un jeu qui subit ou reçoit avec. C'est fascinant. Allez, on passe de l'autre côté du miroir quand on parle des autres. Là, la distinction clé, c'est plus l'intention, c'est la source de l'information. Le plus neutre, c'est l'assertif. On l'utilise pour énoncer un fait général, une information qu'on rapporte. Il a travaillé. C'est factuel, mais je ne dis pas comment je le sais. Donc, c'est le mode journaliste, quoi. On rapporte un fait. Mais si on l'a vu de nos propres yeux, j'imagine que ça change tout. Ah, ça change tout. Dans ce cas, on utilise... C'est le constatif, l'auxiliaire du témoignage oculaire. Si on dit... On dit pas juste « il travaille », on dit « je le vois de mes yeux travailler là, maintenant ». C'est la preuve directe. C'est une sorte de déclaration sous serment intégrée à la grammaire. Et si l'action est finie mais que je l'ai quand même vue,
Alors on bascule sur song, le constatif passé. L'action est terminée, mais ma source, ça reste mon témoignage visuel. lekadjesong. Donc ça veut dire il a travaillé, avec cette nuance très forte de et je l'ai vu le faire. D'accord. Donc, do, c'est je le vois faire maintenant, et song, c'est je peux témoigner l'avoir vu faire. La distinction est redoutable. Et il nous reste une dernière pépite, je crois. Oui, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est l'auxiliaire inférentiel. ya, Il est extraordinaire. On l'utilise quand on déduit une action passée parce qu'on en observe les traces. Ah, L'exemple de la source le rend limpide. Pour dire « il a neigé » hier, on dira 가상, 강, 당시야. « pourquoi ?» Parce que ce matin on se lève et on voit la neige par terre. On n'a pas vu les flocons tomber, mais on déduit l'événement à partir de la preuve. c'est donc la grammaire de l'inférence. On ne dit pas « il a neigé », on dit « les preuves au sol m'indiquent qu'il a dû neiger ». C'est une nuance colossale. Si on avait regardé par la fenêtre pendant la nuit, on aurait utilisé « song ». Exactement. ya, C'est l'auxiliaire de Sherlock Holmes, en fait. On observe la scène du crime et on en déduit ce qui s'est passé. C'est exactement ça. C'est l'auxiliaire du détective. Il encode dans la langue la différence entre le savoir direct et le savoir par déduction. C'est absolument vertigineux. Si je dois résumer ce que je retiens de tout ça, d'abord, le verbe tibétain, c'est un organisme vivant qui se transforme de l'intérieur par flexion. Il ne se contente pas de changer de costume avec des terminaisons. Mhm. Ensuite, il est devenu modulaire, un peu comme un jeu de construction, avec ses verbes composés qui assemblent des images et des actions. Mais le plus fou, c'est que la grammaire elle-même est une machine à dire la vérité sur notre savoir. Oui. Le simple choix d'un mot à la fin d'une phrase, c'est une confession. Est-ce que je parle d'une intention, d'un témoignage oculaire, d'un fait rapporté ou d'une déduction? La grammaire ne décrit pas seulement l'action, elle décrit comment la connaissance de cette action est arrivée jusqu'à moi. C'est la synthèse parfaite. Et pour ouvrir une dernière piste, le texte mentionne que ces systèmes d'auxiliaires, cette grammaire du point de vue, eh bien, ils varient beaucoup selon les grands dialectes tibétains. Ah oui. Oui, que l'on soit en Amdo, au Khams. Et ça ouvre une question fascinante. Si la langue oblige à préciser la source de son savoir et que cette obligation change d'une région à l'autre, est-ce que ça ne pourrait pas refléter des manières différentes de percevoir le monde, de rapporter la réalité? On touche là au lien intime entre la structure d'une langue et la vision du monde d'une culture. Parler, ce n'est jamais juste décrire le monde, mais toujours se situer par rapport à lui. Voilà, c'est une belle porte à laisser ouverte.